Ils ont toujours dit que certains hommes naissent pour la grandeur, mais la vérité qu'ils ne vous disent pas, c'est que tous les hommes nés avec une couronne ne la méritent pas. Derrière le faste, derrière l'élégance cérémonielle, derrière les courbettes délicates et les photographies posées, vivent des personnes dont les véritables personnalités sont cachées sous des couches de vernis royal. Et parfois, en retirant ces couches, on découvre quelque chose de troublant, voire de pourri. Voici l'une de ces histoires. Une histoire non racontée par un chroniqueur de ragots ou un paparazzi à la chasse aux gros titres, mais par quelqu'un qui se tenait à quelques pas d'un prince. Quelqu'un qui préparait son bain, ajustait ses rideaux et tentait, en vain, de lui enseigner la décence. Charlotte Briggs, la femme qui pensait autrefois que travailler pour la royauté était le plus grand honneur, parle désormais ouvertement. Et ce qu'elle révèle change la façon dont nous percevons l'un des royaux les plus controversés de Grande-Bretagne, le prince Andrew. Il est facile de regarder le palais de Buckingham et de supposer qu'il est rempli de noblesse, tant par le sang que par le comportement. Mais Charlotte Briggs raconte une histoire différente. Elle ne décrit pas des salles de banquet empreintes de grâce, ou un prince qui était le gentleman du peuple. Non, ce dont elle se souvient, c'est d'un homme adulte faisant des crises à propos de ours en peluche mal alignés, lançant des insultes à de jeunes employés pour de petites erreurs, et utilisant son pouvoir non pas pour assumer des responsabilités, mais pour humilier. Briggs n'avait que 21 ans lorsqu'elle a obtenu l'emploi dont elle rêvait, servir dans la maison royale, ce que beaucoup considéraient comme un joyau dans la carrière d'une femme de chambre. Mais le rêve s'est rapidement aigri. C'était le travail que personne ne voulait, a-t-elle dit un jour. Et quand les rideaux n'étaient pas pliés comme il le souhaitait, quand un simple pli perturbait son cocon royal de perfection, le prince Andrew ne se contentait pas de se plaindre, il explosait, hurlant dans les couloirs, jurant contre les jeunes serviteurs, déversant sa rage sur tous qui ne respectaient pas son livre de règles invisibles. Imaginez un prince adulte, dont la dignité en public était un sourire poli, réduit à des pas tonitruants et des cris enfantines, quand personne ne regardait. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si troublante, non seulement un comportement indigne d'un royal, mais le contraste saisissant entre l'image qu'il vendait et l'homme qu'il était vraiment. Parlons de ces ours. Pour un étranger, un homme gardant des jouets d'enfance pourrait sembler excentrique, voire inoffensif. Mais pour ceux qui devaient le servir, cela devenait une expérience psychologique de contrôle. Le prince Andrew ne se contentait pas de garder quelques peluches, il en avait toute une garnison, 72 ours en peluche, tous avec des positions assignées, flanqués d'une panthère noire en peluche et d'un hippopotame en tissu. Il exigeait qu'ils soient disposés avec ce que son personnel appelait une précision militaire. Il y avait des fiches plastifiées indiquant où chacun devait être placé. 2 ours montaient la garde près de son lit comme des sentinelles. Les autres remplissaient des étagères, tous alignés, comptés, surveillés, non pas comme des jouets, mais comme des reliques d'une obsession privée. Briggs a passé une journée entière à apprendre comment les ours devaient être disposés. Et un échec, même minime, signifiait affronter une vague de colère royale. Ce n'était pas seulement les ours, toute sa chambre était traitée comme un espace sacré, avec des règles que peu pouvaient retenir, mais que tous étaient punis pour avoir oublié. Pyjamas pliés avec une symétrie mathématique, oreillers centrés, chaussures placées exactement de la même manière à chaque fois. Ce n'était pas de la propreté, c'était du contrôle. La chambre n'était pas seulement l'endroit où le prince Andrew dormait, c'était sa salle du trône du chaos. Et le personnel, il n'était que des sujets censés graviter autour de son ego, mais la partie la plus glaçante n'était pas les crises ou les ours en peluche, c'était la cruauté calculée. Inutile, non provoquée et incessante. Briggs dit qu'elle passait la plupart de ses journées à essayer de ne pas être vue, cela devrait tout dire. Imaginez travailler dans un palais, un monument littéral de pouvoir et de fierté, et prier pour passer inaperçu. Pas par humilité, mais par peur. Peur qu'une porte claquée, un rideau froissé, une pantoufle mal placée puisse réveiller la version d'Andrew que les caméras n'ont jamais capturée. Pourtant, bien que Charlotte ait été celle qui parlait, elle n'était pas la seule à souffrir. D'autres membres du personnel ont rapidement fait écho à ces paroles.
L'un a décrit avoir été forcé de courir à travers une pièce pour tirer les rideaux pour le duc, alors qu'il se tenait à quelques centimètres. Un autre se souvenait avoir été traité d'incompétent pour une chose aussi insignifiante qu'un pli sur un col de chemise. Dans chaque histoire, un schéma commençait à émerger. Le prince Andrew n'était pas misérable parce que sa vie était difficile. Il rendait les autres misérables parce qu'il le pouvait. Et ce comportement n'était pas né du stress ou des circonstances. C'était un schéma constant, de longue date. Le genre de cruauté qui n'était pas appris, mais hérité. Certains deviennent des monstres. D'autres naissent avec des crocs cachés derrière des sourires princiers. Le personnel comme Charlotte Briggs ne s'est pas simplement retrouvé dans un cauchemar. Ils ont franchi les portes royales en s'attendant à de l'ordre, un but, peut-être même du respect. Mais une fois à l'intérieur, ils ont découvert quelque chose de totalement différent, un environnement déformé par le désir d'un homme de pouvoir et de soumission émotionnelle. Tout le monde connaissait son titre, mais à l'intérieur du palais, son nom portait un poids différent. Alors que le monde l'appelait Son Altesse Royale, les murmures dans les couloirs du personnel lui donnaient un tout autre nom, le Prince des Ténèbres. Cela semble dramatique, n'est-ce pas? Peut-être comme quelque chose tiré d'un roman ou d'un gros titre de tabloïd. Mais la vérité est bien plus glaçante que la fiction. Car lorsque plusieurs anciens employés, de milieux différents, d'années différentes, de rôles différents, commencent à raconter la même histoire à propos du même homme, il devient presque impossible de l'ignorer. Ce n'étaient pas des récits d'un royal excentrique. C'étaient des confessions de personnes usées émotionnellement, épuisé physiquement et acculé psychologiquement par un homme brandissant son droit de naissance comme une arme. Le prince Andrew n'avait pas les responsabilités qui pesaient sur son frère aîné Charles. Il n'était pas le second en lice, ni n'a jamais porté le fardeau de devenir roi. Au contraire, il était le remplaçant, celui autorisé à dériver juste assez loin des projecteurs pour abuser des ombres. Et il les a abusés. Bien qu'il n'ait aucune autorité politique réelle, Andrew exigeait une obéissance plus souvent vue chez les dictateurs que chez les ducs, tout devait être fait à sa manière. Pas parce que cela avait du sens, mais parce que cela vous rappelait qui il était et qui vous n'étiez pas. Le personnel, éduqué, formé hautement compétent, était réduit à agir comme des serviteurs médiévaux. Une ancienne femme de chambre se souvenait avoir gravi 7 étages en courant simplement pour fermer un rideau qu'il aurait pu toucher lui-même. Une autre disait qu'on attendait d'eux qu'ils mémorisent l'emplacement de ces objets personnels, comme s'ils s'entraînaient pour une exposition muséale. Il ne s'agissait pas seulement de garder la pièce impeccable, il s'agissait de briser leur volonté, gouverner par la microgestion, régner par l'humiliation. Charlotte Briggs n'était pas seulement une victime de ses coutumes, elle était témoin d'une culture de soumission profondément orchestrée, et cela suivait un rythme glaçant des règles arbitraires, des normes impossibles, une punition. Et rebelote. Des dizaines d'employés gardaient la tête baissée, et lorsqu'ils partaient, la plupart restaient silencieux, non pas parce qu'ils voulaient protéger la réputation d'Andrew, mais parce que le système l'exigeait. Le silence était plus sûr, mais Charlotte a choisi de parler. Des années plus tard, après que le prince fut tombé en disgrâce sur une scène beaucoup plus publique, elle s'est tenue parmi ceux qui refusaient de laisser la vérité être enterrée. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a exhumé non seulement des histoires d'abus dans une chambre royale, mais une histoire d'enfance qui présageait tout ce qu'elle et les autres allaient endurer. Car Andrew n'est pas devenu cet homme. Selon des initiés, il l'a toujours été. Même enfant, le personnel aurait remarqué quelque chose d'anormal. Là où d'autres enfants royaux jouaient avec curiosité ou timidité, Andrew affichait de la cruauté, pas le chaos énergique de l'enfance, mais un désir détaché, calculé de dominer. Alors que Charles lisait des livres, et qu'Anne défiait les attentes, Andrew se moquait des gardes au hasard, riait de l'inconfort des serviteurs et tourmentait physiquement des animaux pour son amusement. La protection royale empêchait souvent ces histoires de voir le jour, mais elles étaient là. Derrière les murs de briques centenaires du palais, derrière les sourires publics de la reine, se tenait un garçon qui croyait que les règles ne s'appliquaient pas à lui, parce que à bien des égards, elles ne s'appliquaient pas. Des récits ont émergé à propos de lui se moquant des gardes de la reine, faisant des grimaces, crachant des insultes, tout cela pour le plaisir de les voir tressaillir. Le personnel a ensuite raconté des incidents
où il blessait intentionnellement des chiens et des chevaux, des actions si cruelles que dans un cas notoire, les paléfreniers du palais l'ont puni de la seule manière qu'ils pouvaient se permettre en le jetant dans un tas de fumier. Mais même alors aucune conséquence réelle n'a suivi. Il n'y a eu ni intervention ni correction de comportement. C'est le danger du pouvoir intouchable, il pardonne trop souvent trop tôt. Un valet de pied du palais, après avoir enduré des abus verbaux incessants du jeune Andrew, a fini par craquer et la frapper. Cela lui a valu un œil au beurre noir. Cet incident, choquant en soi, aurait dû mal se terminer pour l'homme. Mais même la reine Élisabeth a refusé d'accepter sa démission, comprenant apparemment que son fils était allé trop loin, même selon les normes royales. Ce moment, comme beaucoup d'autres, a été discrètement balayé sous le tapis. L'image royale devait être préservée. Et le jeune Andrew a appris la leçon, il pouvait franchir n'importe quelle ligne, et quelqu'un nettoyerait toujours les tâches après lui. Maintenant, pensez à ce que cela enseigne à un enfant. Que vos actions n'ont pas de conséquences, que vos victimes sont jetables, que les titres ne sont pas seulement un pouvoir, ils sont une immunité. Ces leçons n'ont pas disparu avec une rébellion adolescente. Elles ont mûri avec lui, jusqu'à l'âge adulte, se transformant en un schéma d'arrogance et de souffrance infligée qui entrait des générations de personnel de palais et finirait par déborder sur la scène mondiale. Charlotte Briggs n'avait pas accès à toute l'histoire de la vie d'Andrew, bien sûr, elle l'a rencontré beaucoup plus tard, mais tout ce qu'elle a vécu s'inscrivait dans ce contexte plus large, comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient enfin. Elle n'a pas rencontré un homme incompris, tordu par la pression. Elle a rencontré un tyran en costume, dont toute l'existence avait été construite sur la conquête par le contrôle, et la gentillesse vue comme une faiblesse. Là où la plupart des gens sont forcés de changer par les épreuves, Andrew n'a jamais été forcé de changer. Et le résultat, un homme qui voyait la tendresse comme une opportunité de domination, la loyauté comme une invitation à l'abus, et ceux qui le servaient non pas comme des êtres humains, mais comme des objets à disposer, juger et jeter. Vous vous demandez maintenant, comment un tel comportement a-t-il pu rester incontrôlé si longtemps? Comment un homme a-t-il pu semer le chaos émotionnel pendant des décennies tout en souriant lors des cérémonies publiques et en saluant poliment depuis les balcons? La réponse réside non seulement en Andrew, mais dans les palais qui l'ont protégé. La famille royale britannique est une institution construite non seulement sur les lignées et la tradition, mais sur le contrôle, du récit de la perception et de manière plus impitoyable, des scandales. Pendant des décennies, chaque murmure de mauvaise conduite à l'intérieur des murs du palais était étouffé par le tic-tac de l'horloge royale. Le silence n'était pas seulement un protocole, c'était une protection. Mais que se passe-t-il quand ce bouclier n'est plus assez fort pour retenir la vérité? Que se passe-t-il quand des décennies de silence sont percées par des voix assez courageuses pour parler? À la fin des années 1990, les fissures dans la façade royale du prince Andrew n'étaient plus des murmures, elles devenaient des fractures béantes. L'homme qui autrefois réprimandait les femmes de chambre pour des plis de rideaux et des placements d'ours en peluche, faisait maintenant les gros titres pour des raisons entièrement nouvelles. N'étant plus caché derrière les portes royales, son comportement débordait dans le domaine public. Et contrairement à avant, où les assistants du palais auraient pu intercepter les histoires avant qu'elles n'atteignent la presse, maintenant les caméras capturaient ce que le personnel avait enduré en privé pendant des années, arrogance, entitlement et manque de respect ouvert. Ces scandales avaient évolué. Ne se contentant plus de tourmenter le personnel sous son toit, Andrew a élargi son terrain de jeu, utilisant son nom, son titre et son influence pour accéder à des cercles de richesse, de fêtes et de pouvoir hors de la surveillance royale. En public, il jouait le diplomate poli, agissant en tant qu'envoyé commercial de la Grande-Bretagne. En réalité, il accumulait une nouvelle forme d'infamie, montant dans des jets privés, faisant la fête avec des milliardaires douteux et traitant les voyages officiels comme des vacances financées par les contribuables. C'est alors que le monde a inventé un nouveau surnom, Air Miles Indy, une pique à son obsession pour l'aviation de luxe. Au lieu de voyager pour le devoir, il accumulait les voyages pour le plaisir. Les membres du personnel ont admis que répondre à ces demandes constantes devenait un cauchemar logistique. Des avions privés requis au lieu d'avions commerciaux, des suites d'hôtels modifiées à la dernière seconde. Et toujours, le mépris pour ceux qui l'entouraient. Serveurs, chauffeurs, coordinateurs.
Il n'était rien pour lui. Le service était attendu, mais la reconnaissance jamais donnée. Le palais a tenté de gérer les dégâts discrètement. Des déclarations ont été rédigées, les équipes de relations publiques ont réajusté le récit, et l'aura de la reine a été utilisée comme une couverture anti-feu, étouffant les problèmes avant qu'ils n'atteignent la combustion. Mais il y a un problème à protéger quelqu'un des conséquences à répétition, cela lui apprend qu'il est indestructible. Et Andrew agissait comme s'il l'était. Même lorsque les rumeurs s'amplifiaient, il n'hésitait jamais. Alors que ses relations s'effilochaient, comme sa cohabitation prolongée et gênante avec Sarah Ferguson, sa proximité avec le danger ne faisait que croître. Alors que Charles tentait de refaçonner son image publique après la mort de la princesse Diana, et que William et Harry faisaient du travail caritatif ou un entraînement militaire, Andrew semblait déterminé à aller dans la direction opposée, à redoubler sur la mauvaise presse, à afficher son mépris pour la responsabilité. Mais l'erreur la plus dévastatrice qu'il ait faite fut dans les fréquentations qu'il a choisies. Car au début des années 2000, le prince Andrew a formé une amitié publique, indéniable, étonnante avec un homme dont le nom allait hanter les gros titres internationaux, Jeffrey Epstein. Là où d'autres hommes dans l'orbite d'Epstein prenaient leur distance lorsque les rumeurs commençaient à s'accumuler, Andrew restait proche, photographié avec lui à New York. Et, vu visitant son manoir, même après la peine de prison d'Epstein, le qualifiant d'ami fidèle lorsqu'on l'interrogeait. Ce n'était pas une culpabilité par association, c'était une culpabilité par ignorance, arrogance et indifférence effrontée envers les vies qu'Epstein avait brisées. Et lorsque le monde a tourné sa rage vers Epstein et son réseau d'élites complices, Andrew ne pouvait plus se cacher derrière des déclarations de presse ou des protocoles royaux. Soudain, ses crises à propos d'ours en peluche et ses éclats sur les pyjamas au coucher n'étaient plus excentriques, ils semblaient être des signaux sombres. Des signaux d'un homme habitué à la domination, au silence, à obtenir tout ce qu'il voulait. Sans exception, Charlotte Briggs, qui avait souffert de sa rage derrière les rideaux du palais, n'était pas surprise. Quand d'autres secouaient la tête, se demandant comment un prince pouvait tomber si bas, elle savait déjà il n'était pas tombé. Il avait toujours été ainsi. La différence était que maintenant, le monde pouvait enfin le voir. Lorsque les accusations de Virginia Giuffre ont émergé, lorsqu'elle a courageusement nommé le prince Andrew comme l'un des hommes à qui Epstein l'avait livré, un choc a parcouru la presse mondiale. Mais pour le personnel du palais, passé et présent, les allégations semblaient une confirmation glaçante. Pas qu'Andrew avait pris une terrible décision, mais que c'était la trajectoire naturelle d'une vie vécue sans limite, sans empathie, sans jamais apprendre la seule chose que la royauté est censée incarner, la responsabilité. Pourtant, certains défenseurs insistaient, une fois royal, toujours protégé. Ils pensaient, à tort, qu'Andrew retrouverait grâce, qu'une interview bien formulée ou une technicité juridique nettoyerait les tâches. Mais ils ont sous-estimé quelque chose de puissant, la vérité. À l'ère des réseaux sociaux et des témoignages de survivants, le pouvoir ancien du palais de enterrer les histoires n'était plus absolu. Et alors que les murs de protection s'effondraient, les histoires cachées dans les châteaux, les manoirs de campagne et les quartiers des serviteurs ont commencé à se déverser. Pas des tabloïds à la chasse au sensationnel, mais des gens qui avaient porté son abus en silence et qui en avaient enfin assez. Désormais dépouillé de ses titres militaires, humilié devant le public qu'il avait autrefois acclamé, et effacé des prestigieuses photos de famille qui lui donnaient autrefois de la fierté, le prince Andrew se tient exactement là où il a forcé tant d'autres à se tenir isolés, sans soutien et exposés. Lorsque le prince Andrew s'est enfin assis pour l'interview désormais tristement célèbre de BBC Newsnight en 2019, cela était présenté comme sa chance de rétablir la vérité, de blanchir le nom traîné dans les gros titres, de nier calmement les accusations infondées et de restaurer une once de dignité. Mais ce qui s'est passé dans cette interview n'était pas une rédemption, c'était un désastre télévisé pour le monde entier. Et pour beaucoup qui regardaient, cela confirmait ce que Charlotte Briggs et d'innombrables anciens membres du personnel royal avaient longtemps murmuré dans les pièces privées. Andrew n'était pas seulement arrogant, il était désespérément déconnecté de la réalité. Dès que les caméras ont commencé à tourner, tout s'est effondré. Pas d'avocat, pas de conseiller à ses côtés, juste Andrew assis face à la journaliste Emily Metlis,
dégageant un mélange de confiance arrogante et d'assurance étrangement mal placée. Lorsqu'il parlait des accusations de Virginia Giuffre, il n'exprimait ni empathie ni inquiétude. Il n'a pas dit « Je suis horrifié si cette femme a vécu cela ». Ce qu'il a fait, c'est tenter de discréditer sa crédibilité, avec la grâce étrange d'un homme qui n'avait jamais fait face à un véritable interrogatoire. Deux moments resteront gravés dans la mémoire publique pour toujours. Premièrement, lorsqu'il a affirmé que la nuit où Virginia disait qu'ils avaient dansé ensemble dans une boîte de nuit à Londres, il était, au lieu de cela, à un Pizza Express à Woking avec sa fille. Un détail si étrangement spécifique, si douloureusement banal, qu'il semblait parodique. Le second, lorsqu'il a nié son récit de lui en sueur abondante en déclarant qu'il avait une condition rare à l'époque qui le rendait incapable de transpirer. C'était sa défense. Pas une vérité empreinte de remords. Pas un moment d'humanité. Au lieu de cela, sa défense était construite à partir de fragments si absurdes qu'ils ont laissé les mâchoires tombantes, non pas de choc, mais de rire. Les réseaux sociaux ont explosé, les mèmes ont inondé les fils d'actualité. Ce qui était censé être une interview mesurée et clarifiante s'est transformé en l'un des spectacles publics les plus humiliants que la famille royale ait jamais vus. Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés à l'optique. Ce n'était pas juste un mauvais moment de relations publiques. C'était une démystification publique d'un homme si habitué aux privilèges qu'il croyait que le charme, la contradiction et une touche de distance royale pouvaient réparer ce qui était irréparable. Cela n'a pas fonctionné. En quelques jours, Andrew a été suspendu de ses fonctions publiques pour un avenir prévisible. Les organisations caritatives l'ont abandonné. Les patronages se sont dissous. Les titres militaires ont été rendus en silence, sans cérémonie. Et, fait notable, le palais de Buckingham n'a émis aucune déclaration de clarification suggérant qu'il s'agissait d'un malentendu. La reine, qui avait protégé son fils pendant des décennies, s'est retirée. Pour la première fois de sa vie adulte, le prince Andrew était seul. Mais ce n'était pas seulement l'institution qui lui tournait le dos, c'était le peuple britannique. Le public devenait de plus en plus enragé, non seulement par la connexion avec Epstein ou l'affaire Giuffre, mais par le schéma de comportement sur lequel la lumière était enfin braquée. Personne ne pouvait ignorer l'arrogance, l'insensibilité, la déconnexion royale des conséquences. À l'intérieur des murs du palais, d'autres histoires ont commencé à émerger, maintenant qu'Andrew n'était plus protégé par son titre d'Acharach ou son statut de patronage, ceux encore proches des rouages internes de la monarchie se sentaient plus en sécurité pour parler anonymement. De nouvelles anecdotes faisaient les gros titres sur les lacets qui devaient être repassés à plat par le personnel, sur les piles de vêtements sales qu'Andrew laissait éparpillés comme un adolescent, sur la fois où il a crié sur un membre du personnel parce que l'eau du bain n'était pas à la température exacte, mesurée, de manière absurde, avec un thermomètre. Ces détails peuvent sembler insignifiants pris individuellement, mais empilez-les, les uns après les autres, et ils forment une image bien plus inquiétante. Une image de contrôle, de déshumanisation et de narcissisme. Il ne s'agit pas de lacets ou d'eau de bain. Il s'agit d'un homme élevé à croire que le pouvoir existe uniquement pour assurer son confort et que ceux qui résistent, même légèrement, méritent une punition. Charlotte Briggs a observé ces événements se dérouler avec une clarté sombre. Elle l'a dit simplement, Andrew ne souffrait pas d'une chute, il glissait simplement de derrière le rideau où il avait toujours été ignoble, et maintenant le monde pouvait enfin le voir par lui-même. En fait, après la diffusion de l'interview, quelqu'un de son ancien cercle de service a plaisanté, il a enfin traité le public comme il a toujours traité le personnel. C'était une réplique brutale, mais c'était vrai. Pendant des décennies, les signes extérieurs du comportement royal d'Andrew, costume, médaille, salut, poignée de main, servaient de masque pour une vanité compulsive, des éclats de colère et une rage alimentée par l'ego à huis clos. Et maintenant, le masque était tombé, pour tout le monde. Et pourtant, même maintenant, certains demandaient, le prince devrait-il être pardonné? N'a-t-il pas assez souffert? Après tout, il a perdu ses patronages, ses titres, ses devoirs royaux. Il ne se tient plus sur les balcons lors des célébrations nationales. N'est-ce pas une punition suffisante? Mais demandez au personnel, demandez aux femmes de chambre qui pleuraient en silence dans les couloirs du palais, aux valets qui enduraient des couches d'abus verbaux, aux voix anonymes auxquelles on disait de sourire à travers tout cela, pour le bien de la couronne. Demandez à Charlotte Briggs,
qui pensait entrer dans un rêve, pour ne servir que dans une maison qui fonctionnait sur un tourment murmuré et une crainte silencieuse. Ce que le prince Andrew a perdu peut sembler lourd à ceux qui mesurent sa chute en titres. Mais ce qu'il a coûté aux autres, sur des années, des décennies, c'est un poids que seules ses victimes peuvent vraiment calculer. En 2022, toute illusion que le prince Andrew puisse un jour retourner à la vie publique s'était complètement désintégrée. La famille royale, toujours prudente face aux gros titres et à l'héritage, s'est éloignée discrètement mais fermement de l'homme autrefois considéré comme le fils préféré de la reine. Et derrière chaque invitation retirée, chaque titre militaire honorifique révoqué, il y avait quelque chose de plus profond que la simple politique ou les relations publiques, c'était la survie de l'institution. Pour préserver la monarchie, il devait amputer. Le nom d'Andrew n'était plus prononcé lors des événements royaux au-delà du strict minimum. Lorsque la reine Élisabeth est décédée en 2022 et que Charles est monté sur le trône, l'un de ses premiers gestes symboliques fut définitif, dépouiller son jeune frère des vestiges de la vie royale. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas d'arc de rédemption enveloppé de nostalgie ou même de sympathie. Andrew n'était pas simplement mis sur la touche, il était effacé de la première ligne de la monarchie. Le message était clair, même si le palais était trop fier pour le dire à voix haute, nous ne le protégeons plus. Mais cela n'a pas arrêté la propagation des histoires. En fait, l'exil d'Andrew semblait encourager les anciens employés du palais à se manifester, des gens qui étaient autrefois restés silencieux non pas parce qu'ils avaient peur de lui, mais parce qu'ils avaient peur de la couronne. Avec l'image d'Andrew ternie au-delà de la Restauration, leur vérité ne portait plus le même risque de représailles. De nouvelles déclarations décrivaient ces éclats avec encore plus de détails, les portes claquées, les obscénités, l'imprévisibilité terrifiante des sautes d'humeur pour des frustrations triviales. Les chauffeurs parlaient d'être réprimandés pour être arrivés 3 minutes en retard. Les jardiniers se souvenaient d'avoir été admonestés pour des feuilles qui n'étaient pas soufflées dans la bonne direction. L'un a même noté qu'Andrew détestait le son de certains oiseaux et exigeait que le personnel fasse quelque chose à ce sujet, comme si le monde naturel lui aussi devait plier à ses préférences. Mais aucune de ces actions ne se produisait dans un pur isolement. Elle faisait toujours partie d'un cadre plus large, une machine de palais invisible construite pour endurer les abus en silence. Les femmes de chambre ne se plaignaient pas, les majordomes gardaient leurs gants, les valets souriaient poliment. Parce que souffrir, dans les quartiers royaux, était censé faire partie du travail. Charlotte Briggs l'a résumé en une phrase brutale, « Je n'étais pas une travailleuse. J'étais un punching ball avec une étiquette de nom. » Rien de tout cela n'a atteint les interviews brillantes ou les émissions spéciales d'anniversaire. Mais cela existait, dans les salles de repos privées, dans les pages de journaux jamais publiées, dans les avertissements murmurés des employés partant à ceux qui commençaient leur service. Les instructions du soir ne se terminaient pas par bonne nuit, mais par soyez prudent avec le duc. Et pourtant, même après tout cela, même après les règlements, les exils et le retrait des engagements royaux, il y a des gens, certains loyalistes, certains sympathisants, qui traitent encore ces accusateurs de menteurs. Qui demandent « Où est la preuve ?» Comme si les cicatrices psychologiques laissaient des reçus physiques. Mais la preuve existe dans les schémas, dans les témoins oculaires, dans les routines mémorisées du personnel qui pouvait réciter les exigences d'Andrew comme s'il s'agissait de prières cérémoniales, dans des carrières entières se déroulant sous l'ombre de son entitelement. Au début de 2022, le procès intenté par Virginia Giuffre a atteint son point d'ébullition. Le palais était resté silencieux, espérant clairement que le processus juridique s'évaporerait d'une manière ou d'une autre avant de causer trop de perturbations. Mais lorsqu'un juge américain a décidé que l'affaire pouvait aller au procès, le silence est devenu impossible. Soudain, la possibilité que le fils de la reine témoigne sous serment à propos de vol sur le jet d'Epstein, de fête dans les Caraïbes, est devenue réelle. Et juste comme ça, tout s'est terminé, pas avec une bataille judiciaire ou un contre-interrogatoire télévisé dramatique, mais avec un règlement. Le prince Andrew a payé une somme rapportée de 12 millions de livres sterling, non pas pour faire taire la vérité, mais pour y échapper. Ils ont appelé cela « aucune admission de culpabilité dans les documents ». Mais le public n'était pas intéressé par les documents. Il voyait ce que cela signifiait et ce que cela ne signifiait pas. Si vous étiez innocent, pourquoi régler? Si la photo n'était pas réelle, pourquoi se cacher? Si la douleur était fausse, pourquoi payer?
Les réponses n'ont jamais été données. Seulement le silence, des rideaux de palais muets, et de plus en plus de distance entre le public et un homme autrefois positionné à quelques battements de cœur d'un pouvoir extrême. Lors des funérailles de la reine Élisabeth, Andrew se tenait parmi ses frères et sœurs, mais plus vraiment l'un d'eux. Pas vraiment. Il ne portait pas d'uniforme, il ne donnait pas d'ordre. Sa présence autrefois polie était maintenant fantomatique. Une figure que tout le monde reconnaissait, mais que personne n'admettait. Même le prince Harry, lui-même empêtré dans des tensions avec la couronne, semblait plus en paix avec la foule que Andrew. Parce que le scandale a des niveaux. Et Andrew avait atteint le plus bas. Lorsque le couronnement du roi Charles III est finalement arrivé, le rôle d'Andrew était aussi symbolique que son titre, vide. Pas de robe, pas de discours, pas de place d'honneur. Les caméras zoomaient comme des vautours, non pas parce qu'ils l'admiraient, mais parce qu'ils se nourrissaient du spectacle d'un prince déchu, miséricordieusement silencieux, maladroitement inclus, mais indéniablement rejeté.